Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à mon travail. J'espère que cette présentation sur les crypto-monnaies vous plaira. J'ai complètement oublié de faire une introduction à ma vidéo, c'est pour ça que je la fais maintenant. Moi, je vous retrouve très vite. À tout de suite. Nous allons donc aujourd'hui nous attaquer au sujet des crypto-monnaies. Alors, avant que je vous parle un petit peu plus des crypto-monnaies, j'aimerais vous solliciter un petit peu et vous poser une question à vous. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie? L'objectif, c'est que vous ayez une définition plus ou moins claire de ce que c'est. Et évidemment, moi, après, je vais vous faire une présentation et dans l'idée, votre définition sera plus claire à la fin que ce qu'elle n'était au début. Mais voilà, pour jouer un petit peu le jeu, il faudrait que vous arriviez à avoir une définition de ce que vous, aujourd'hui, vous pensez qu'est une crypto-monnaie, tout simplement. Je vais vous donner une première réponse simple. Il s'agit d'une forme de monnaie entièrement numérique qui fonctionne sans banque centrale et qui est basée sur une technologie appelée la blockchain. Vous inquiétez pas, on va voir ce que c'est que la blockchain tout de suite. Qu'est-ce que la blockchain? Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations. C'est une grande base de données transparente et sécurisée partagée par l'ensemble de ses utilisateurs. Chaque transaction ou information est enregistrée sous forme de bloc qui est ajouté à la chaîne après validation. Cette validation, quant à elle, peut s'effectuer grâce à un réseau d'ordinateurs appelé des nœuds ou des mineurs. Une fois qu'une majorité de ces dits mineurs ont validé une transaction, cette dernière est ajoutée à la blockchain et ne peut plus être ni modifiée, ni remplacée, ni supprimée. La blockchain fonctionne sans autorité centrale, c'est-à-dire qu'elle permet à des individus, peu importe où ils sont dans le monde, de pouvoir s'échanger de la valeur sans passer par une banque ou un tiers de confiance. Je vais essayer de vous faire une analogie. Imaginez la blockchain comme un grand cahier numérique dont nous disposons tous de la même copie. Nous pouvons tous y écrire les transactions futures, mais il nous est impossible d'y modifier ou d'y effacer les transactions passées. Donc maintenant, nous intéresser à l'histoire de la blockchain et des crypto-monnaies. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les premières idées derrière la blockchain remontent aux années 90. À l'époque, elles n'avaient que peu d'intérêt, si ce n'est d'horodater numériquement certains documents. L'horodatage, c'est le fait d'enregistrer de manière infalsifiable une date et une heure. C'est en 2008, avec la publication du livre blanc de Bitcoin, qu'un tournant s'opère. Ce document, rédigé par le pseudonyme Satoshi Nakamoto, décrit un système monétaire alternatif, sans intermédiaire, reposant sur un réseau d'ordinateurs. C'est donc en 2009 que la première blockchain fonctionnelle est créée, qui est celle de Bitcoin. En 2015, une nouvelle révolution s'opère. C'est l'arrivée de la blockchain Ethereum, qui est la première blockchain à proposer la notion de smart contract. Qu'est-ce que c'est qu'un smart contract, ou contrat intelligent? Il s'agit d'un programme informatique autonome qui s'exécute automatiquement lorsque des événements se sont passés. Par exemple, un smart contract peut être enregistré par une compagnie d'assurance qui décide de rembourser automatiquement son passager si son vol a plus de 2 heures de retard. Et depuis 2017, les cryptoactifs s'intègrent progressivement à la finance traditionnelle. Nous pouvons noter notamment l'arrivée des ETF Bitcoin ou Ethereum à partir de 2024, qui permet aux investisseurs institutionnels de s'exposer à ces actifs via des instruments plus familiers. Donc, pour conclure cette partie, nous pouvons dire que la blockchain est passée d'un outil technique sombre à une base technologique pour de nombreuses innovations financières. Nous allons donc maintenant travailler sur la méthode d'enregistrement des transactions sur la blockchain. Concrètement, comment ça se passe? C'est un schéma en 5 étapes. Bon, le schéma que vous avez sous les yeux peut vous sembler un petit peu barbare. C'est pour ça qu'on va prendre un exemple pour pouvoir clarifier un petit peu la situation. Imaginons que je sois un nœud sur le réseau et que vous soyez également un nœud, d'accord? Je souhaite vous envoyer un Bitcoin. Cette transaction va être préenregistrée, d'accord, dans un bloc, ainsi que toutes les autres transactions qui sont faites à peu près au même moment. Ce bloc doit ensuite être validé par une méthode de consensus, c'est-à-dire que tous les ordinateurs du réseau, ou tout du moins une majorité des ordinateurs du réseau, doivent se mettre d'accord et dire oui, ce bloc, me semble correct. Si la majorité des ordinateurs ont validé le bloc, tous les nœuds du réseau ajoutent leur copie du nouveau bloc à la blockchain et pour finir, vous pouvez recevoir votre transaction. Ce bloc est désormais inscrit de manière définitive, il ne peut plus être ni modifié ni supprimé. Bon ça, vous tenez le coup?
Si c'est le cas, toutes mes félicitations. On vient de terminer les 3 parties un petit peu techniques de la présentation. Maintenant, on va passer sur des concepts qui sont un petit peu plus faciles à comprendre. Vous allez le voir. Et pour ce faire, je vous propose qu'on commence tout de suite par les principales idées reçues sur les crypto-monnaies. J'en ai retenu 3. La première, c'est de l'arnaque. La deuxième, c'est la monnaie du blanchiment d'argent. Et la troisième, les crypto-monnaies n'ont pas de valeur réelle. Pourquoi j'ai pris ces 3-là? Il me semble que ce sont les 3 idées reçues qui sont les plus populaires quand on demande à des personnes qui ne sont pas forcément initiées à ce sujet de nous donner des idées reçues sur les crypto-monnaies. Donc, la première, c'est de l'arnaque. C'est vrai, il y a des arnaques qui se développent autour de la crypto. On ne peut pas le nier. Tout comme il y a des arnaques qui se développent autour de l'immobilier, autour de la bourse. Et souvent, ces arnaques, elles fonctionnent parce que c'est lié en fait à un manque de connaissances sur l'actif dans lequel on va investir et surtout à certains projets opportunistes qui cherchent juste à vous récupérer votre argent mais qui n'ont aucune valeur réelle derrière. Mais une fois qu'on est un minimum informé sur le sujet, c'est beaucoup plus dur de se faire avoir. Voilà. Donc, oui, il y a de l'arnaque qui se développe autour de la crypto, mais quand on est informé, en général, on ne se fait pas avoir. Ensuite, c'est la monnaie du blanchiment d'argent. On entend beaucoup ça, c'est vrai, les gens qui blanchissent de l'argent sur les blockchains parce qu'on ne peut pas trop savoir où va l'argent ou quoi. Ok, sauf que si vous avez un petit peu suivi ce qu'on a dit précédemment, en fait, tout est traçable sur la blockchain. Donc on peut facilement remonter à l'origine des fonds. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le pourcentage des transactions illicites sur la blockchain se situe autour des 0,30% du montant total de ces transactions. À côté de ça, le blanchiment des monnaies traditionnelles, des monnaies fiduciaires, donc l'euro, le dollar, on est entre 2 et 5% du PIB mondial, c'est-à-dire entre 800 et 2000 milliards de blanchiment d'argent par an. Bon, vous vous doutez bien que c'est difficile à quantifier parce que théoriquement, c'est de l'argent qui est faux, mais voilà, c'est comme ça. Et pour finir, les crypto-monnaies n'ont pas de valeur réelle. Un petit peu à l'image des monnaies traditionnelles, dont on a parlé un petit peu avant, donc l'euro, le dollar, ou les monnaies dites fiduciaires, ces crypto-monnaies fonctionnent grâce à la confiance, la rareté, l'utilité et la demande. De nombreux projets crypto ont une réelle idée derrière, ont un réel projet, que ce soit sur l'identité numérique, l'IA, l'énergie, la finance décentralisée. Et on peut noter également que l'intérêt croissant des institutionnels, tels que les fonds d'investissement ou plus récemment les gouvernements, pour ce genre d'actifs ne fait que renforcer leur crédibilité sur les dernières années. Mais concrètement, on parle de crypto-monnaies, on parle d'argent, parce que c'est vrai que, mine de rien, ces crypto-monnaies ont une certaine valeur et ont tendance à avoir de plus en plus de valeur. Mais on parle en quels chiffres? On va voir ça maintenant. Quel est l'intérêt pour les investisseurs? Il faut savoir que, alors je me suis basé sur les prix moyens en août de chaque année pour faire mes calculs. En août 2020, le prix d'un bitcoin était d'environ 11 600 $. En août 2025, 108 000 $. On vise donc un taux de croissance annuel moyen de 55,3%. C'est encore plus impressionnant sur 10 ans, car en août 2015, un bitcoin ne valait que 230 $, tandis qu'en août 2025, le prix est toujours de 108 000 $. Du coup, sur les 10 dernières années, on est sur un taux de croissance annuel moyen d'environ 77,8%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces pourcentages, mais pour vous donner un ordre d'idée, à côté de ça, un portefeuille d'actions va faire en moyenne 8-10% par an, s'il est très bien optimisé. Un fonds monétaire, on va être autour des 3%. Et un livret réglementé, tel que notre fameux livret A en France, on est entre 1,5 et 2% en moyenne. Donc, on est sur un rendement qui est rarement atteint par d'autres classes d'actifs. Cependant, il est à noter que ce haut rendement s'accompagne également d'une très forte volatilité. C'est pour ça que souvent les investisseurs s'y exposent de manière modérée dans une logique de diversification plus qu'autre chose. Donc, maintenant que vous avez vu qu'il était possible de devenir millionnaire grâce au Bitcoin, comment on acquiert ses premières crypto-monnaies? Alors, stop. Avant toute chose, je me dois de vous prévenir, cet conseil n'est en aucun cas un conseil en investissement, d'accord? Si vous souhaitez vous exposer aux crypto-monnaies, d'après moi, c'est un très bon choix. Cependant, faites vos propres recherches sur les projets que vous souhaitez financer, ok?
On est bien d'accord? Et surtout, le plus important, ça je le répéterai toujours, dès qu'on parlera soit de finance, d'investissement ou quoi que ce soit d'autre avec le moindre risque, investissez uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. On est bien d'accord? Super! Donc, comment en acquérir? Exchange centralisé versus exchange décentralisé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien en fait, ce sont tout simplement les deux types de plateformes qui vous permettent d'acquérir des crypto-monnaies. Les exchanges décentralisés se basent sur trois piliers principaux: la liberté, le contrôle et la sécurité. Pourquoi ces trois mots? La liberté, il n'y a pas besoin d'inscription, pas besoin de validation d'identité, vous disposez d'un accès mondial, aucune censure n'est possible. Le contrôle, vous gardez vos actifs dans votre propre portefeuille personnel. Vous êtes le seul à pouvoir les utiliser, il n'y a donc pas de risque d'un blocage par une plateforme. Et pour finir, la sécurité, vos plateformes ne sont pas stockées vos cryptos ne sont pas stockés sur une plateforme centrale. Il y a donc moins de risques de piratage massif. Vous ne pouvez donc pas, en théorie, perdre vos crypto-monnaies. Il faut comprendre que l'exchange décentralisé n'est qu'un intermédiaire technique entre vous et la blockchain. Là où l'exchange centralisé va plutôt faire office d'intermédiaire, mais pas de la même manière. Il va faire office de pont. En fait, c'est lui qui va acquérir les crypto-monnaies et pas vous directement. Cependant, il dispose quand même de nombreux avantages, tels une interface intuitive pour les débutants, une régulation. Souvent, ces exchanges centralisés sont régulés par des autorités financières, ce qui peut rassurer certains investisseurs. Et puis, une prise en main rapide via des achats, simplement en convertissant vos euros en première crypto-monnaie. C'est l'exchange, c'est la plateforme qui fait tout à votre place. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez également moins de responsabilités car pas besoin de conserver votre clé privée. La gestion est donc simplifiée. Je me permets de m'autocouper avant cette première conclusion, simplement pour vous demander de me mettre un petit commentaire de sorte à ce que je puisse m'améliorer pour mes premières vidéos. Voilà, étant donné que c'est ma première, moi j'aimerais bien savoir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Je reste donc bien évidemment ouvert à la critique, que cette dernière soit positive ou négative, du moment qu'elle est constructive et qu'elle me permet de progresser pour les prochaines fois. Je vous serai très reconnaissant si vous prenez le temps à la fin de la vidéo, voilà, de me faire un petit compte rendu de ce que vous en avez pensé. Et puis, sur ces belles paroles, moi je vous souhaite une très belle conclusion. Merci. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les cryptoactifs ne sont plus une simple tendance technologique réservée à quelques passionnés, mais qui s'inscrivent aujourd'hui dans une transformation profonde des usages financiers, en combinant innovation, efficacité et désintermédiation. Comprendre leur fonctionnement, leur cas d'usage et les enjeux qu'ils soulèvent, c'est se donner les moyens de mieux appréhender le futur de la finance.